le mécanisme de règlement des différents investisseurs-États, c'est un truc assez sidérant. En fait, c'est quand même des entreprises transnationales qui sifflent dans leurs doigts, qui convoquent les États et des arbitres privés, c'est-à-dire des avocats internationaux, pour dire « vous me devez tant parce que vous avez pris une mesure qui est contraire à mes bénéfices escomptés ». C'est assez énorme en fait, hein. C'est-à-dire, prenons un exemple qui est très parlant, je trouve, qui est l'exemple de Veolia en Égypte. On dirait un peu Tintin au Congo, mais c'est un peu ça. Veolia a un marché d'exploitation des ordures ménagères à Alexandrie. Bien. Qui dure un certain nombre d'années. C'est prévu comme ça. Donc, ils ont fait leur petit calcul. Ils ont dit, voilà, bon, on a mis tant, le moins possible. On fait payer tant, le plus possible. Et la différence est pour nous. Hein, c'est comme ça que ça marche. Dans l'intervalle, figurez-vous qu'il s'est passé une chose qui s'appelle le printemps arabe, qui n'a pas eu que des conséquences positives pour l'Égypte, c'est le moins qu'on puisse dire malheureusement, mais au moins une qui a été l'augmentation du salaire minimum qui est passé de la somme faramineuse de 40 € par mois, oui, à 70. Et en conséquence de quoi, Veolia s'est dit « Ah mais ça ne va pas me faire des pertes. Je ne vais pas perdre de l'argent, pas exagérer quand même, mais j'en vais en gagner moins. » Donc, je fais mon petit calcul savant, je fais la différence, et paf, je présente la note aux États à travers le mécanisme d'arbitrage. C'est ça, le mécanisme d'arbitrage. C'est cette façon, une espèce d'assurance tout risque que prennent ce qu'on appelle dans les traités les investisseurs, c'est-à-dire concrètement les entreprises transnationales. Alors, qui convoquent des arbitres. Alors, les arbitres, c'est une espèce intéressante d'avocats internationaux, c'est-à-dire d'avocats qui sont recrutés dans les 15 grandes entreprises, les grands cabinets juridiques dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup plus, qui sont tous des cabinets ou pratiquement de droit anglo-saxon. Il y en a une dizaine aux États-Unis, 5-6 dans l'Union européenne et peut-être une en Asie. Et qui, comme tous les avocats internationaux, ont des clients. Il n'y a pas de quoi s'en étonner, hein. Les avocats, ça a des clients, c'est pas international ou pas. Et donc, un jour, ils peuvent conseiller telle entreprise, le lendemain, telle autre entreprise, hein, c'est normal, ils ont plusieurs clients, et puis le jour d'après, tel État, et puis le jour suivant, servir d'arbitre, mettre leur casquette d'arbitre. Alors, ce n'est pas le même prix, hein. Quand ils conseillent, ils sont à 1 000 € de l'heure, quand ils sont arbitres, ils sont à 3 000 € de la journée. Vous voyez, ce n'est pas exactement le même prix. Mais enfin, voilà, ils peuvent comme ça changer de casquette. Et puis, ce n'est pas eux, c'est leurs collègues du même cabinet, et que de toute façon, ils retrouvent, puisque en réalité, c'est vraiment un tout petit milieu, ce genre de choses, qui dégage énormément d'argent, hein. Ceci dit, je ne pense pas que vous étiez inquiet, mais je confirme que ça dégage beaucoup. C'est une industrie extrêmement lucrative. Et alors, ces braves gens donc connaissent le conflit d'intérêts comme leur poche, puisque en fait, c'est vraiment une façon de faire. Enfin, c'est une façon c'est une marque de fabrique. On l'avait vu à un petit niveau, enfin petit, pas tant que ça, avec l'affaire Tapie. Pas tant que ça, parce que pour ce que ça nous a coûté tout de même. Mais c'est un peu l'idée, vous voyez, hein, c'est de demander à des copains finalement, mais enfin c'est pas tout à fait des copains, mais ça s'appelle les avocats internationaux, de prendre ce genre de décision. Et là où ça devient grave, c'est que en fait, les accords internationaux organisent une espèce de raisonnement dont il n'y a plus moyen de se sortir, de tautologie. C'est-à-dire les entreprises qui sont des personnes privées, convoquent des personnes privées pour demander à faire condamner des États parce que des États ont pris des mesures qui sont contraires à leurs bénéfices escomptés sur la base d'accords dont l'objectif est la sauvegarde et la promotion de leur, je cite, attente légitime. C'est, si je ne dis pas de bêtises, l'article 8.9 ou l'article 8.10, je ne sais plus exactement. Il faudrait que je regarde. Bon, enfin, c'est en tous les cas comme ça que c'est écrit dans le CETA, attentes légitimes des entreprises. Qu'est-ce que c'est les attentes légitimes des entreprises ? C'est de faire de l'argent.
c'est pas une découverte. On ne découvre pas non plus, hein. Elles sont là pour ça en même temps. Donc, il n'y a pas non plus de quoi vraiment s'étonner que leurs attentes, c'est de faire de l'argent, puisque c'est pour ça qu'elles sont faites. Eh bien, ce genre d'accord, en fait, installe une espèce de renversement de la hiérarchie des normes. C'est très à la mode ces temps-ci, puisque, en fait, le principe intangible est celui du droit au commerce, et accessoirement, et s'il reste de la place, le droit des États à prendre des décisions. Quand je dis des États, bien entendu, c'est pour faire vite, le droit des pouvoirs publics à prendre des décisions. C'est-à-dire finalement le droit à avoir un certain nombre de préférences collectives. Le fait de s'organiser avec un certain nombre de règles qui peuvent être des règles sociales, par exemple, des règles de protection de l'environnement, des règles de protection du consommateur, tout ça, ce sont des préférences collectives. C'est ça les normes. Et les normes, en tous les cas, la manière dont elles sont mises en jeu, dont elles sont déterminées, sont, du fait de ce mécanisme-là, totalement surplombées par la décision des États.